Alors d'abord, merci. J'en profite pour dire toute mon estime affectueuse et admirative pour Dominique, parce que je la connais depuis très longtemps, son engagement extraordinaire. Et je la remercie de son invitation. Si on se replonge à cette époque, d'abord, il y a eu 68. Je dis ça en 68 parce que dans le monde entier, toute la jeunesse, tous les gens qui sont nés après la guerre, quoi, sont arrivés à l'âge adulte à ce moment-là, et ça s'est vu un peu partout, quoi, hein. Mais il y a eu un événement très très important en 69. On en parlait tout à l'heure. C'est pas la mort du général de Gaulle, c'est l'homme qui a mis le pied sur la Lune. C'est très très important cette date. Et je fais partie de ceux qui considèrent que l'aventure spatiale est concomitante. C'est la cause, enfin presque, de l'aventure écologique. Puisque pour la première fois, on voit la planète Terre, on la voit toute petite, on la voit loin comme ça, et on se dit, mais il n'y en a qu'une, c'est noir tout autour, la Lune c'est poussiéreux, c'est épouvantable, il n'y a pas de vie là, quoi. Et à ce moment-là, toute une série de métaphores arrivent, le vaisseau spatial Terre avec ses réserves limitées, et même ses premières et secondes classes, ou troisième classe même, etc. Énormément de réflexions sur l'économie, sur les limites précisément, sont arrivées à ce moment-là. Et ça me fait penser que dans l'histoire de cette conscience planétaire, l'aventure spatiale a été extrêmement importante et elle continue puisqu'on voit énormément de choses et finalement c'est pas pour aller sur les étoiles mais pour connaître mieux la planète sur laquelle nous habitons que l'aventure spatiale a été la plus utile, quoi, hein. Et elle continue, on voit la mer, etc. C'est extraordinaire. Et je pensais à des gens comme Mitterrand et le personnel politique de l'époque. Il lui fallait 5 à 6 jours pour prendre le bateau au Havre et aller à New York. Et il rencontre tout d'un coup des cosmonautes, ils se saluent, ils se disent bonjour, ils se félicitent. Le cosmonaute, il fait le tour de la planète en 1h30. Espèce de choc, si vous voulez. Ce choc entre les... Il fallait autant de temps, c'était Phileas Fogg encore, quoi, hein, autant de temps pour faire le tour de la planète. Et d'un coup, les gars qui le font en le temps d'un match de foot, quoi. Incroyable. Bon, et donc c'était fragile, ça se voyait. Les cosmonautes sont tous descendus en disant attention, on voit les marées noires, attention, on voit les incendies de forêt, ça se voit de là-haut, etc. Ils sont tous devenus dingues, les cosmonautes. Un peu dingues, un peu gourous comme ça. Et donc c'est donc très important. Arrive 72, en effet, donc Stockholm, mais avant Stockholm, le Club de Rome. Mais vous ne vous rendez pas compte du scandale que ça a été. Ça a été un scandale incroyable, le rapport Meadows, le Club de Rome, à l'époque on l'appelait. Parce que c'est pas vrai que ça n'a pas eu d'influence politique. Puisque Sicko Mansholt, le Ursula von der Leyen de l'époque, le patron de la Commission européenne à l'époque, a dit « Bon Dieu, c'est vrai, il faut vite arriver à une économie stationnaire. » Choc, scandale, quoi? Le patron de l'Europe, c'est pas pour ça qu'on fait l'Europe quand même. Et donc les principales réactions, ça a été le Parti communiste et le patronat français. Voilà les deux. Le patronat et le Parti communiste, horrifiés par cette histoire de croissance zéro, enfin c'est ça qu'ils ont compris, etc. Et à tel point que le ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Valéry Giscard d'Estaing, c'était le président, c'était Pompidou, eh ben, il est immédiatement fait une grande conférence pour expliquer que tout ça, c'est pas du tout contre la croissance qu'on en a besoin, etc. Bon, donc ça a eu une influence absolument considérable. Arrive Stockholm, et quelle est l'influence de Stockholm? D'abord, il faut que vous compreniez que les Nations Unies, leur principal problème, c'est la lutte contre la pauvreté. Et donc, quand on est à 72 à Stockholm, il n'y a eu qu'un seul chef d'État qui assistait à la conférence de Stockholm, c'est Mme Indira Gandhi. Et à l'époque, les gens étaient affolés par la démographie. Je me rappelle, il y avait Ehrlich, la bombe P, tous ces trucs-là. Et c'est assez paradoxal quand on y pense aujourd'hui, puisque la population mondiale a doublé. Et alors qu'à l'époque, ils étaient complètement affolés. Et Indira Gandhi est arrivée en disant « Il n'y a de richesse que d'hommes hein, », c'était la Boétie, quoi. Hein. Et donc, elle a marqué extrêmement fortement la présence et la lutte des pays en développement qui ne voulaient pas s'en laisser compter par les écologistes des pays développés, disons pour être simple. Et toute l'histoire de ces grandes conférences est rythmée par cette contradiction en quelque sorte, ou cette tension. La tension entre le développement nécessaire. Nous, pays pauvres, on veut avoir le même niveau de vie que les États-Unis, je simplifie. C'était ça quand même le modèle. Et même à Rio en 92, c'est la même chose. Et donc la protection de l'environnement planétaire est seconde par rapport à la lutte contre la pauvreté. Et ce n'est que Rio. Ensuite, en 2012, Rio plus 20, ce n'est qu'à ce moment-là que les deux préoccupations ont été mises exactement sur le même plan. La protection de l'environnement est aussi importante que la lutte contre la pauvreté,
Car à l'époque, donc en 2012, on avait l'exemple chinois. Ils avaient l'exemple chinois. Quel développement incroyable! La Chine, comment elle a fait pour réussir ça? Donc si elle a réussi, c'est possible pour le monde entier. Mais si le monde entier, on a une immense classe moyenne, est-ce que la planète va s'en sortir? Comment, etc. Donc, donc, si vous voulez, il faut bien voir cette tension permanente. En 72, il n'y avait qu'un ou deux pays qui avaient un ministère de l'Environnement. De 72 à 92, alors ça a été la grande période de la création dans tous les pays du monde des ministères de l'Environnement, des administrations de l'environnement, des lois de l'environnement. Donc ça a été extrêmement important. Jusqu'à 87, Madame Brundtland nous sort un papier sur la création du développement durable. Voilà, on dit c'est possible, on peut se développer et on peut aussi protéger l'environnement. Ça va de pair, ça s'appelle le développement durable. Soutenable, pardon. Oui, sustainable. Oui. Alors, ben ça, c'est en France, c'est mal traduit. Soutenable, c'est un mot français en plus, sustainable. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc, en effet. Et donc, ça, c'est juste avant Rio. Et dans l'histoire de la politique de l'environnement, on est parti de préoccupations assez locales. Hein. Puis ensuite, on est monté à la préoccupation continentale. Ce sont les pluies acides. Donc, ça pris de l'ampleur en quelque sorte, et l'Union européenne a joué un rôle extrêmement important de protection de l'environnement et a forcé en quelque sorte les pays membres à s'occuper de l'environnement. Donc ça, il faut reconnaître cette importance considérable de l'Union européenne, peut-être l'influence des pays du Nord, je ne sais quoi, enfin bon, ça a beaucoup discuté, pour essayer de marier l'écologie et l'économie, hein, en quelque sorte, donc avec, je ne sais pas moi, le recyclage, tous ces trucs-là. Les voitures, ça continue hein, avec l'Europe. Et puis, tout d'un coup, en 72, donc, à Stockholm, on crée également l'Organisation internationale de l'environnement qui s'appelle l'UNEP. En français, c'est PNUE, mais on devrait garder les mêmes acronymes hein, en anglais et en français, autrement on s'y perd. Donc, UNEP, c'est United Nations Environment Programme. Et sur la montée vers Rio 92, il y avait un Égyptien extrêmement dynamique qui s'appelait Mustapha Tolba. Et alors, à ce moment-là, lui, il a poussé absolument à ce qu'il y ait des conventions internationales sur les problèmes émergents planétaires, cette fois-ci, et pas continentaux, qui étaient donc surtout le changement climatique. Les changements climatiques, il faut que vous compreniez comment ça s'est passé. Les scientifiques n'étaient pas sûrs. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Ils n'étaient pas sûrs. Est-ce que la planète se refroidit ou se réchauffe ? Il fallait vérifier. Et c'est pas si simple. La température moyenne de la planète, c'est un concept compliqué, comment on fait, etc. Et finalement, ils sont petit à petit arrivés. Hein, il y a eu beaucoup de discussions passionnantes. Hein, c'est passionnant, l'histoire scientifique. Et je voudrais insister là-dessus parce que autant pour la politique, on est en retard, on a du mal à créer une communauté planétaire. Regardez surtout ce qui se passe en ce moment, en plus. Hein. On a beaucoup de mal. En revanche, la communauté scientifique a progressé de manière formidable. Il y a eu vraiment une accélération de la planétologie, quoi, en quelque sorte, de la connaissance de la planète. Et sur le plan politique, alors je vais vous épater, c'est une chef d'État, qui a poussé à la création de l'IPCC, du GIEC. IPCC, c'est le Panel on Climate Change, International, voilà, donc ce sont les scientifiques. Eh bien, c'est Madame Thatcher. Parce que Madame Thatcher, elle est, comme Madame Merkel d'ailleurs, une des rares politiques à avoir une formation scientifique. Et elle a été largement influencée par un diplomate anglais, original, qui s'appelait Crispin Tickell. Et ce gars, dès les années 77, il est resté à Harvard, etc. Il a discuté, il a pris une année sabbatique dans son administration, et il a sorti un bouquin en disant le changement climatique et les affaires planétaires. Donc, et donc il a été le conseiller de Mme Thatcher. Et Mme Thatcher, donc en 88, grande chaleur. Le climatologue américain Hanson témoigne devant le Sénat. Tout le monde s'énerve à ce moment-là. On s'aperçoit qu'il y a un problème. Et elle force Reagan, le président des États-Unis, à accepter, dans le G8 du moment, et Mitterrand, le français, à accepter la création du GIEC. Donc le GIEC est créé en 88, date très importante. Arrive Rocard, chez nous, etc., qui lance un appel, et là, ils sont persuadés de la réalité du changement climatique, lance un appel qui est totalement en avance, en disant qu'il fallait créer une autorité supranationale de l'atmosphère. Évidemment, les Anglais sont contre, évidemment, les Américains sont contre, mais enfin, il y avait quand même au moins, je sais pas, une trentaine de pays qui ont dit oui, y compris le Brésil et tout ça. Donc, il faudrait leur rappeler, quoi.
Bon, ça n'a pas évidemment pris, mais du coup, Rocard dit à un diplomate qui s'appelait Ripert, Jean Ripert, qui était un collaborateur de Jean Monnet dans sa jeunesse, ce serait bien de créer une convention, il faut absolument... Et c'est Ripert qui, donc... mais incroyable, en 2 ans, avec une vitesse inouïe, quand on pense maintenant à la durée qu'il faut pour se mettre d'accord sur quelque chose aux Nations Unies, crée la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui sera adoptée à Rio 92. Alors, on va lancer Rio 92, mais entre-temps, il faut dire que c'était aussi l'an 1 de l'écologie politique, comme nous dira Edgar Morin. Donc, entre-temps, entre 72 et 92, vous n'étiez pas resté inactif sur le plan politique. Il s'était passé, il y avait d'abord eu 74 et le premier candidat écolo, donc René Dumont, dont tout le monde se souvient, avec son verre d'eau qui revient très à la mode aujourd'hui, son pullover rouge, etc. Et vous-même, donc, vous quittiez un petit peu l'idée de l'association simple pour se dire il faut faire de la politique. Oui, je ne sais pas si on a bien fait, mais clairement... On avait une discussion, notre association à l'époque s'appelait les Amis de la Terre. Et on avait théorisé ça en disant qu'il fallait passer du témoignage à l'engagement. Parce que le témoignage, ça suffit. Et d'ailleurs, on continue à le dire, il y en a marre des gens qui nous alertent. On sait très bien, quoi. Maintenant, le problème, c'est l'action. Donc, il faut s'engager. Bon, alors, on a commencé à faire ça. On a notamment présenté systématiquement des candidats aux élections. Mais je dois dire, on n'était pas pour créer un parti. Considérant que l'écologie, c'était l'affaire de tous et qu'il fallait qu'il y ait une compétition féconde entre les forces politiques pour être les meilleurs, si je puis dire, dans la question de l'environnement. Mais c'est pas grave. Donc, il y a un parti qui s'est créé, bon, qui s'intéresse beaucoup à la vie sentimentale de ses dirigeants en ce moment, mais je veux dire, c'est dommage parce que le monde quand même a besoin peut-être d'une force politique écologiste ou en tous les cas que tous les partis s'y mettent un peu sérieusement, quoi. Bon, voilà. Et alors, est-ce qu'on a gagné? Non, je ne sais pas. Moi, je dis toujours le Adam Smith de l'écologie n'a pas encore écrit son livre. Voilà. Donc, nous sommes en ce moment dans cette situation. Nous avons des discussions sur la décroissance, la croissance, etc. Et entre nous soit dit, la question de la croissance, pour l'instant, c'est... Alors, évidemment, le PIB et tout ça, tout le monde sait que c'est absurde ou que c'est totalement partiel, en plus, c'est de la valeur. Ce ne sont pas des tonnes ou des kilowattheures, c'est de la valeur, c'est ce que la société considère comme important ou pas, etc. On a des discussions sur le pic pétrolier. On n'a pas encore de discussion sur le pic de la matière première. Vous savez, le fourbi, on appelle ça. Les Américains appellent ça le staff. Tout le fourbi, quoi. Donc, le pic du fourbi... C'est une question aussi très importante et manifestement, on ne s'y intéresse pas assez. Donc la question, c'est est-ce que la croissance, la satisfaction des besoins peut être décorrélée du pic du fourbi, du pic de l'énergie? Bon, voilà la question, quoi. Bon, mais donc c'est une question intéressante et contrairement à ce que dit la dame, alors si on peut, la controverse, elle n'est pas là, elle ne peut pas répondre. Moi, je réponds en disant la décarbonation qui est absolument indispensable, elle va coûter très cher en énergie. Bon, on va en reparler ultérieurement. Repartons un petit peu en arrière hein, et donc on va regarder un peu ce qui se passe en 1992. Donc, vous avez vu la naissance de cette conscience planétaire avec Stockholm. Passons donc maintenant à 1992, qui est un moment réel d'engagement. Donc, on regarde, nous on reste là parce que... La conférence de Rio s'ouvre le 6 juin 1992. 175 nations, 100 chefs d'État se retrouvent au chevet du monde. On est à la fois dans l'euphorie de la chute du mur de Berlin et de la fin de la guerre froide. Des mesures de sécurité draconiennes sont prises pour éviter toute ombre au tableau. Une couverture médiatique sans précédent montre l'intérêt grandissant du public pour les problèmes environnementaux. Mais elle marque aussi un changement d'époque. On vient d'entrer de plein pied dans l'ère globale et planétaire, ponctuée par la naissance de CNN, première chaîne de télévision mondiale. Plusieurs milliers de journalistes relaient l'événement en direct. Boutros Ghali, secrétaire général de l'ONU de l'époque, ouvre la séance aux côtés de Maurice Strong, secrétaire général du sommet. Voici venu aujourd'hui le temps du monde fini.
un monde où nous sommes tous assignés à résidence. Cela veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de nature au sens classique de ce terme, que toute nature, désormais, est entre les mains des hommes. Je crois que d'ores et déjà, cet enrichissement est acquis en deux directions. La première est ce qu'il est désormais convenu d'appeler le développement durable. La seconde est ce que je vous propose de nommer le développement planétaire. Si la volonté commune est d'éviter la fracture entre le Nord et le Sud et de préserver la biosphère, chaque pays est cependant venu défendre ses propres intérêts. Pour les pays du Golfe, qui tiennent à vendre leur pétrole, les changements climatiques n'existent pas. Pour d'autres, comme la France, qui mise tout sur le nucléaire, ils priment au contraire sur toute chose. Entre les peuples indigènes et le gouvernement brésilien, le bras de fer est engagé autour de la déforestation. Mais de nouveaux conflits s'annoncent un peu partout autour du contrôle de l'eau, des sources d'énergie ou tout simplement du sol. Au nord, la dégradation est souvent le résultat d'un progrès mal maîtrisé et gaspilleur. Au sud, au contraire, la pauvreté conduit au déboisement, à l'urbanisme sauvage. C'est un événement considérable et je crois très positif. C'est une grande première. 175 nations, 100 chefs d'État. On va signer 4 documents qui sont tous importants. Il est hors de doute que sur les 2 principaux d'entre eux, la Convention sur la protection contre les changements du climat et la Convention sur la protection de la diversité biologique, c'est-à-dire de la multiplicité des espèces animales et végétales menacées, on aurait pu aller plus loin sans une grande réticence des États-Unis. C'est dommage. Reste tout de même que le droit de l'humanité à avoir un environnement salubre, c'est ici qu'il s'écrit et qu'il se signe pour la première fois. Et je suis en plus admiratif du fait que c'est allé très vite. En moins de 4 ou 5 ans, depuis notamment le rapport de Mme Brundtland, elle était Premier ministre de Norvège, elle l'est toujours d'ailleurs. En moins de 5 ans, on est passé aux actes et à ces conventions qui sont insuffisantes mais qui sont un début. Il faut bien commencer. Alors, donc, voilà, c'était Rio, 1992. Donc, on va se retrouver. Vous étiez ministre, enfin, vous veniez juste de finir, mais vous avez préparé Rio. Donc, difficulté peut-être quand même pour faire entendre cette voix. Alors, est-ce que c'est fini aujourd'hui, cette difficulté? Moi, j'ai des souvenirs de ministres. Par exemple, le ministre des Transports arrive un jour au Conseil des ministres en disant « Chouette, la Suisse va interdire le passage des camions. Ils vont tous venir chez nous, c'est formidable. » C'était à l'époque, c'était ça la conception, quoi. Plus il y a de trucs, plus il y a de camions, plus il y a de machins, mieux c'était, quoi. Et donc c'était difficile de lutter contre ça. J'expliquais au ministre de l'Espace qu'il y avait des débris partout et qu'il fallait arrêter ces débris. Il prenait pour un hurluberlu, quoi. C'était donc assez difficile. Mais Rocard, non. Rocard, c'était quand même une exception. C'était merveilleux de travailler avec Rocard. C'est quelqu'un qui comprenait tout ça. Et quand il était jeune au PSU, il faisait rire ses amis parce qu'il avait quelque chose, une obsession qui s'appelait la BOP. La BOP, c'est quoi ça? La bataille pour l'organisation de la planète. Voilà. Donc c'était quelqu'un qui a toujours pensé planétaire, quoi, en quelque sorte. Et il a joué ce rôle donc très important avant Rio pour que la Convention sur le climat soit discutée, votée. Et ce sont vraiment les Français qui étaient à la manœuvre à ce moment-là. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tout le monde a compris qu'on avait des difficultés? C'est assez difficile. Hein, Alors, ces difficultés, on va voir, elles commencent à naître finalement 10 ans plus tard, en 2002, à Johannesburg. On s'est donné, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'à Stockholm, on avait décidé de se donner un rendez-vous tous les 10 ans pour évaluer finalement les décisions qui avaient été prises lors de ces sommets de la Terre. Donc, on passe maintenant à Johannesburg et on va s'apercevoir que, en fait, les décisions qui avaient été prises à Rio avaient surtout été prises au niveau des États. Donc, allons-y, passons sur Johannesburg.
Le 26 août 2002 s'ouvre à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 3e sommet mondial du développement durable des Nations Unies. Durant 15 jours, chefs d'État, experts, représentants de la société civile vont tenter d'aboutir à un plan de mise en œuvre des engagements pris à Rio 10 ans plus tôt. 3 conventions internationales pour endiguer la désertification, prévenir le réchauffement climatique et les atteintes à la biodiversité mondiale y avaient été signées. Le sommet de Johannesburg a pour mission de se donner les moyens de les appliquer sur le plan légal et financier. Or, les conditions ne sont pas requises pour y parvenir. D'abord, la situation est tendue. Géographiquement, le sommet se déroule à Sandton, le très riche centre d'affaires de Johannesburg, l'américaine. À 2 pas, séparé par l'autoroute, le plus pauvre des townships, Alexandra, bidonville sans eau ni électricité. Johannesburg, la miséreuse. Là, le fossé nord-sud est présent physiquement, pourrait-on dire. Et puis, en cette veille d'anniversaire de l'attentat du 11 septembre, les États-Unis brillent par leur absence, déclenchant par réaction la fureur des pays en développement. Le processus de Johannesburg était d'emblée limité par le refus américain déclenchant par symétrique la fureur des pays en développement. Les pays en développement disant « si le pays le plus riche du monde s'exonère de tout effort, nous ne pouvons pas prendre en charge des obligations en matière d'environnement parce que vous ne nous aidez pas non plus dans notre processus de développement. » Certains parleront de grandes messes pour rien, mais... On voit bien que se construit une conscience universelle. On voit bien qu'à travers les médias, c'est l'ensemble de l'humanité qui se parle. Bon. Et tout le travail médiatique qui est fait à l'occasion de ce genre de rituel, de ce genre de sacrement, que sont ces grands moments internationaux, permet aux uns et aux autres de se resituer dans l'humanité quelque part. Dans ce grand rituel, chacun va jouer son rôle. À Nasrec, les ONG ont l'impression surtout de s'être épuisées à un travail de fourmi pour de bien maigres résultats. Mais selon la tradition, elles ont déroulé leur manifestation symbolique, pingouins de glace fondant sous le réchauffement, 6000 statuettes de papier mâché représentantes de l'humanité protestataire, signées Free End of the Earth. Is His Excellency, Mr. Colin Powell. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my great honor to represent President Bush and the American people at this historic conference. It is fitting that we meet here in Johannesburg, a city that is a symbol of hué, hope to men il and tentera women de and poursuivre son discours. everywhere. In the face of famine, I have now heard you. I ask that you hear me. Les États-Unis portent la responsabilité de l'échec de ce sommet. Face à leur refus de tout engagement, les pays en développement, eux aussi, ont adopté une attitude frileuse. That kind of behavior will not be able to continue with our meeting. Please, can we continue with our meeting? We have plans to end the despair. Résultat, le plan d'action final est un texte de 77 pages. Des déclarations molles et non chiffrées. Partout, le terme d'environnement recule au profit de celui de développement. Dans la dernière nuit des négociations, le principe de précaution affirmé à Rio a même failli disparaître des textes. Dans une telle ambiance défaitiste, les 3 jours passés par Jacques Chirac en compagnie de son conseiller Nicolas Hulot ont été très remarqués, d'autant que sa déclaration ne manquait ni de passion ni d'engagement. President of the French Republic, and I invite him to the lectern. Mr. President, you have the floor. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Nous avons devant nous, je crois, 5 chantiers prioritaires. Le changement climatique d'abord. 5 priorités donc. Concernant la Convention climat, la France est de nouveau appelée à la ratification. Pour éradiquer la pauvreté, engagement a été pris de faire passer l'aide aux pays en développement à 0,7% du PIB en 2010, grâce à un prélèvement sur les richesses engendrées par la mondialisation. Une revendication forte des ONG. Engagement également pour une meilleure gouvernance chargée d'humaniser et de maîtriser la mondialisation. Appel à la gestion collective des biens publics mondiaux et à la création de l'Organisation mondiale de l'environnement. Nous ne pourrons pas dire
que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Je vous remercie. Le président a conféré à la Commission française du développement durable la responsabilité de veiller à ce que ces déclarations ne restent pas promesses vaines. À suivre. À suivre. Donc voilà. Donc à suivre. Et effectivement, c'est à Johannesburg que on s'aperçoit, et que les difficultés commencent un petit peu à émerger, on s'aperçoit que les États ne sont pas suffisants. C'est à Johannesburg aussi, et ça vous le retrouverez sur l'histoire du climat dans Dailymotion, Gaia Network, les élus, la société civile commence à se mobiliser parce qu'on s'aperçoit que les États ne peuvent pas seuls aboutir. C'est à ce moment que vont naître les agendas 21 et que les municipalités vont commencer à se mobiliser sur les problèmes d'environnement de développement. Alors Brice Lalonde, peut-être une réaction à Johannesburg, et puis cette Johannesburg va vous conduire donc jusque ce 2020. Que vous avez continué à gérer, puisque vous étiez à cette époque donc un responsable de la Convention climat. Enfin, vous étiez sur cette responsabilité. Alors, ce qui est très frappant dans ces grands rassemblements, bien entendu, c'est qu'il y a deux parties dans ces rassemblements. Il y a la partie officielle des négociateurs qui s'enferment entre eux, qui s'engueulent sur des quarts de phrase, quoi. Hein. Et puis tout autour, il y a la société civile, comme on dit. Et donc, à la limite, ce qui se passe à côté est plus important que ce qui se passe quelquefois dans la négociation, quoi, hein, parce que vous avez à côté des coalitions qui se forment, des tas de choses intéressantes, les scientifiques qui discutent directement avec les ONG, et vous avez les entreprises. Et les entreprises sont très importantes. Vous avez les collectivités locales, les maires, etc. Bon, alors, il y a une partie de l'assistance, ce sont des gens qui viennent se faire photographier pour montrer qu'ils y étaient. Donc ça, c'est vrai. Bon, mais cela dit, il y a quand même énormément de choses qui se produisent. Et on va toucher du doigt la difficulté de la communauté internationale qui n'a que les Nations Unies. Voilà. Alors les Nations Unies, c'est très très bien, parce que s'il n'y avait pas les Nations Unies, il n'y aurait rien. Il y a les Nations Unies. Mais les Nations Unies, c'est un syndicat d'États. C'est un syndicat d'États souverains. Et surtout, il n'est pas question qu'il y ait quelque chose de supranational ou quelque chose, des ingérences. Ça n'existe pas, c'est interdit. Et c'est d'ailleurs très frappant, le vocabulaire d'ailleurs le dit très bien, à la tête des Nations Unies, enfin la tête, non, il y a un secrétariat. Il y a un secrétaire général, il n'est pas président, il est secrétaire. Il est au service des États. Et donc, vous comprenez tout de suite le problème, quoi. Les États souverains, s'il n'y a pas quelque chose qui les pousse, et c'est la grande différence entre l'Union européenne et les Nations Unies. Dans l'Europe, il y a la Commission. Vous pouvez penser ce que vous voulez de la Commission, mais lorsque les chefs d'État ou les gouvernements décident quelque chose, ils disent à la Commission, Commission fait quelque chose, fait un plan, crée une feuille de route, et ensuite tu vas dire à chaque État, à l'époque il y en avait moins, maintenant il y en a beaucoup, chaque État de la Commission européenne, la Commission va leur faire une feuille de route. Alors les États vont protester, ah non c'est trop dur, j'y arrive pas, ou ci ou ça, et à la fin c'est oui ou c'est non. Il y a un vote. Aux Nations Unies, il n'y a rien de tel. Le secrétariat n'a pas le droit de proposer une feuille de route. Il faut que ça vienne d'un État. Donc tout de suite c'est bloqué. Le secrétariat, dès qu'il va proposer quelque chose, il empiète sur ses prérogatives, il n'a pas le droit. Il faut que ça vienne d'un État membre. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Et évidemment, aux Nations Unies, vous avez une très grande majorité de pays en développement qui à chaque fois, si vous voulez, dominent. Dans les votes, c'est eux qui gagnent. Mais vous avez les pays qui sont les payeurs. Ah, moi j'ai été très frappé quand je suis arrivé aux Nations Unies, on me dit « Ah, vous êtes un payeur ou vous êtes un... » Ah, je suis un payeur, donc... C'est assez simple comme rôle, hein, voilà. Donc, il y a les pays développés sont les payeurs et les autres, ils ont la majorité. Et donc, il y a une négociation. Si tu payes pas, t'as pas ton vote. Mais si tu payes, ben, on aura peut-être un vote et on pourra peut-être être d'accord, etc. Donc, c'est très lent, c'est très difficile. Et donc, cette négociation est quelquefois extrêmement désagréable, quoi. C'est très matériel, quoi, à la fin, hein, mais bon, il faut le comprendre. Bon, et donc, quand on arrive à dépasser ça, c'est formidable. Et donc, la grande difficulté de ces conventions, la Convention climat, c'est que ça ne dit pas comment faire. Ça dit simplement chaque État va faire. Chaque État va avoir son programme de lutte contre le climat.
Ça s'appelle, c'est un nom spécial. Enfin, vous savez, il y a un vocabulaire terrible dans ces négociations. Hein. Donc, chaque État doit arriver. Alors, ensuite, on fait la somme. Et là, on s'aperçoit qu'on n'est pas à 2 degrés, on dépasse, hein, on est à 3 degrés, je ne sais. Donc, il faut faire encore un effort. Mais ça ne dit jamais comment. Par exemple, ça pourrait dire, il faut mettre un peu plus d'énergie renouvelable, ce qu'on appelle la sobriété, comment on fait, etc., comment on s'entraide. Il n'y a pas ça, il n'y a pas l'entraide, c'est ça la difficulté. Il n'y a pas de communauté internationale. On n'a pas dépassé Westphalie, hein, pour ceux qui font de l'histoire. On est dans Westphalie, c'est-à-dire que ce sont les États qui sont aux commandes, quoi, hein, voilà. Alors, il y a les scientifiques, il y a les ONG qui, elles, sont largement transnationales, hein, Greenpeace... c'est fondé à Vancouver et maintenant c'est à Amsterdam. Enfin bon, c'est vraiment... Bon voilà, donc voilà la difficulté qui est devant nous. Et aujourd'hui, avec évidemment le recul et la guerre et le retour de la guerre, bon, on voit bien que l'entraide ou la communauté internationale pour lutter contre le changement climatique, c'est pas tout à fait là, quoi. Hein. Alors donc, effectivement, on est... Mais est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de 2020 ? Donc le moment où finalement vous aviez la responsabilité de l'organisation. Ah, ça c'est 2012. Oui, 10 ans. Oui, c'est ça. 2012, pardon. Oui, ça c'est Rio. Alors, et oui, j'ai travaillé donc aux Nations Unies et j'étais en charge d'organiser Rio plus 20 ans après, parce que maintenant c'est ça le pas du bilan des Nations Unies, c'est 20 ans après, tous les 20 ans on regarde le bilan, on regarde où on est, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Bon, et ça a été assez compliqué aussi, hein, mais de ces négociations. Mais enfin, il faut se... Et donc, oui, cette conférence Rio plus 20 a donné naissance à quelque chose qu'en France, on appelle les ODD. SDGs, comme on dit en anglais, Sustainable Development Goals, c'est-à-dire qu'il y a eu une progression dans les Nations Unies grâce à Kofi Annan. Kofi Annan était un très grand secrétaire général des Nations Unies et il en avait assez des grands mots. Hein, la démocratie, tout ce... Alors, excusez-moi, je ne devrais peut-être pas parler comme ça. Il voulait quelque chose de plus concret. Et donc, il a décidé avec tous les gens de l'époque, Malloch Brown, enfin des gens comme ça, que ce serait bien d'avoir des cibles, des objectifs, et de se donner du mal pour arriver à des objectifs. Donc, il a créé ce qu'on appelait en l'an 2000 les objectifs du millénaire, et c'était essentiellement la lutte contre la pauvreté. Il y avait 8 objectifs du millénaire. Et c'était essentiellement destiné aux pays du Sud. Absolument. Mais c'était très important, la santé, l'eau, enfin, etc. Et miracle, si je puis dire, une partie de ces objectifs ont été atteints parce que le fait de créer des objectifs, ça concentre les financements, ça mobilise, les gens étaient passionnés et beaucoup d'États les ont repris à leur compte alors que c'était des objectifs planétaires, en quelque sorte. Donc ça a marché très bien. Et donc du coup, en 2012, les négociateurs... se sont dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas sur tout ? Voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on associe, on reprend le même principe, oui. Mais on se dit, le Nord également doit faire des choses. Voilà. Le Nord également doit essayer de se mettre en liaison avec le Sud. Oui. Donc, ça concerne la planète en entier. Ah, la planète en entier, et donc, mais il y en a beaucoup, alors c'est un peu compliqué. Il y en a 17. Il y en a 17, alors il y a des gens qui disent, ah, mais vous avez oublié la pollution atmosphérique, etc. Mais, il y a donc 17 objectifs qui représentent, c'est ça quand même qui est quand même pas mal, parce que les négociateurs ont réussi quand même ce tour de force. C'est voilà l'idéal de la communauté internationale en 2012, enfin 2015, parce qu'il a fallu attendre quelques années pour négocier chaque objectif. Voilà ce que la communauté internationale considère comme désirable. Voilà, il faudrait que nous parvenions en 2030 à atteindre tous ces objectifs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ça a obligé aussi les scientifiques, l'administration des Nations Unies, les administrations d'État, de chaque État, à créer des indicateurs. Comment est-ce qu'on peut mesurer tout ça ? Et donc, il y a eu d'immenses progrès qui ne sont pas finis. Voilà des indicateurs de plus en plus précis pour connaître la réalité de la planète, la réalité des peuples du monde, etc. Donc, si vous voulez, au moins ça, cet intérêt-là, nos yeux sont bien meilleurs, on arrive à voir des tas de choses qu'on ne savait pas. Et si on ne sait pas exactement, on a des proxys, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut que ta source d'eau soit à moins d'une demi-heure de marche. Enfin, tout ça, ça a été un effort très important et au moins on a ça maintenant. Alors, on aura l'occasion d'y revenir puisque toute notre après-midi, finalement, sur la transversalité et l'organisation de la recherche aujourd'hui va nous bercer un peu au sein des ODD. Et puis, Bettina Laville interviendra à la fin de cette matinée, justement, puisqu'on entre, finalement, les ODD sont une espèce de porte d'entrée
sur la manière d'aborder les problèmes aujourd'hui, et on oublie un petit peu donc ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire les espèces de grands rituels, de grandes messes avec des instances, enfin, ou des propositions qui étaient peut-être pas assez précises et pas assez locales, puisqu'on est toujours dans cette stratégie du local au global, et que les ODD vont peut-être nous y ramener. Oui. Et alors, ce qui est très frappant quand même, parce que là, on entendait Chirac, et votre commentaire, c'était le Chirac crée une commission du développement durable en France. Et à chaque fois, c'est comme ça, on crée un truc, mais ce truc devient marginal totalement et malheureusement totalement inefficace. Donc la commission du développement durable en France, il y a eu plusieurs dirigeants qui se sont donné beaucoup de mal. On a beaucoup travaillé, moi j'ai fait partie, énormément, il y avait des gens comme Teslar, etc. On travaillait. Rodag, d'autres, Rodag après. Qui se sont donné énormément de mal pour essayer d'influencer l'administration. Et en fait, ça ne marche pas, quoi. Parce que d'abord, il ne faut pas créer un truc à côté. Il faut que ce soit l'administration elle-même, il faut que ce soit le gouvernement lui-même, il faut que ce soit le Premier ministre, le président de la République lui-même. Autrement, ça ne colle pas. Et donc, on voit bien cette espèce de faillite des petits trucs. Et alors, exemple, Johannesburg. Johannesburg a créé quelque chose qui était très bien. Justement, ils ont essayé de sortir du truc étatique. Ils ont créé des coalitions de type 2, ça s'appelait. Le type 2, ça veut dire que les États travaillent avec des entreprises, avec des ONG, sur des objectifs spécifiques. Par exemple, il y avait le partenariat du Congo, du bassin du Congo, avec les États-Unis étaient d'accord, la France était d'accord, l'Allemagne était d'accord, et plein d'ONG locales et autres, des scientifiques, pour essayer... Bon. Quand je suis arrivé aux Nations Unies, pour préparer la convention de Rio + 20, j'ai demandé à voir... Est-ce qu'on a le résultat de tous ces trucs de type 2, là, toutes ces coalitions, toutes ces initiatives? Parce que, d'après ce que j'ai compris, c'était l'administration des affaires économiques et sociales des Nations Unies qui était dépositaire, qui devait faire le suivi. Ah, tout était perdu. Ils avaient tout perdu. Il n'y avait plus rien. Et donc, notre problème principal s'appelle redevabilité. Redevabilité, c'est ce qui nous manque le plus. C'est ça qu'il faut créer, quoi. Il faut peut-être que les Nations Unies soient dedans, mais il faut aussi qu'il y ait une espèce une fondation, quelque chose absolument inattaquable. Alors l'honnêteté dont parlait Madame Energy City, là, l'honnêteté, c'est ce qui nous manque le plus, parce que ça suffit, la parole politique, personne n'y croit maintenant. Ah, je me souviens d'un G8, j'étais au G8 à Berlusconi, là, comment... Là où il y avait eu l'Aquila, il y a eu un tremblement de terre en Italie, c'était Berlusconi qui avait la présidence. C'était vachement bien. Obama venait d'être élu. Obama arrive et dit « C'est fini le temps de l'inaction climatique des États-Unis. » Ouais, formidable. Et donc, l'engagement est pris à ce G8. On va réduire de 80% les émissions tous ensemble, nous. Après, c'est Trump qui a été élu. Je sors de tout ça, qu'est-ce que c'est toutes ces conneries? Il est sorti. Etc. Mais tout ça, c'est un truc chinois. Il est même sorti de la Convention. C'était quand même la première fois que les Américains quittaient. C'est pas la première fois, mais ils avaient, en refusant de participer à Kyoto, ils avaient pensé bloquer tout. Et heureusement... Et Kyoto a essayé de signer malgré eux. Et malgré eux, grâce à la Russie. Et ça a été une première mondiale. Oui, c'est quand même extraordinaire quand on y pense maintenant. Ouais. Mais enfin voilà, donc si vous voulez, c'est tous ces engagements mirifiques, extraordinaires, et d'autant plus ambitieux qu'on ne fait rien. Ça, c'est insupportable. Et c'est contre ça qu'il faut se lever. Et il faudrait créer cet instrument ou quelque chose, une fondation mondiale de la redevabilité de la parole et des engagements politiques, parce qu'autrement, ça va continuer comme ça. Voilà. Bien. Alors, merci. Peut-être quand même 2 mots, parce que vous continuez aujourd'hui à être président d'une association. Donc, disons quand même 2 petits mots, puisque ça correspond finalement un peu aux engagements d'aujourd'hui. Enfin, on en entendra parler tout à l'heure. La table ronde qui suit, Valérie Laramé va un peu parler de ce type de coalition, mais on est entré de nouveau quand même dans cette stratégie des coalitions. Oui, bien, merci beaucoup. Oui, je préside une association en ce moment, enfin un think tank, le laboratoire d'idées, comme vous avez dit. Alors j'ai dit que Proust appelait ça le bureau d'esprit. Donc c'est un bureau d'esprit
donc, qui s'appelle Équilibre des énergies. Alors, Équilibre des énergies, c'est une association d'entreprises. Il y a essentiellement des entreprises, il y a aussi des associations de consommateurs, mais ce sont surtout des entreprises qui sont à la fois dans la construction, dans le transport et dans l'énergie. Parce que c'est synergique tout ça, quoi. On n'y arrivera pas autrement. Par exemple, les maisons de demain, elles seront connectées en quelque sorte aux voitures électriques, elles partageront l'électricité, etc. Enfin, tout ça, c'est totalement lié. Et donc, cette association, c'est très intéressant pour moi de travailler avec des entreprises, si vous voulez, parce que c'est très concret, quoi. C'est très précis, parce que les gars, ils savent ce que c'est qu'un budget, ils savent ce que c'est qu'un engagement. Ils sont obligés ensuite d'être redevables vis-à-vis de leurs actionnaires et autres. Bon, et donc... on travaille sur si on fait des voitures électriques, comment on fait des batteries, c'est quoi les batteries, où on en est les progrès sur les batteries, comment on met des bornes de recharge partout, quel est le business model des bornes de recharge, comment faire des voitures qui soient affordables, j'allais dire, pas trop chères, etc. Enfin bon, tout ça c'est très concret, très précis, quoi. Comment sont les maisons de demain? Est-ce que dans chaque maison on a un aspirateur de CO2 de l'atmosphère pour se faire du calcaire à la porte de chez toi, puis il y aura quelqu'un qui viendra chercher le calcaire pour le mettre ailleurs? Enfin, 1000 détails précis, techniques, c'est hyper technique. Et en fait, la vérité, c'est quand même ça, c'est que la politique de l'écologie, la politique de l'environnement, c'est hyper technique. C'est hyper technique et hyper compliqué parce que c'est à la fois encyclopédique, il faut tout savoir, y compris tous les insectes, l'importance du lombric dans l'agriculture d'aujourd'hui, etc. Il faut tout savoir, quoi. Et en même temps, c'est très pointilliste parce qu'il faut regarder dans le détail. Bon, on apprend ça, quoi, avec les entreprises, les ingénieurs. Et c'est vrai que de temps en temps, on se désole en pensant que dans le personnel politique, il y a très peu de scientifiques, très peu. Il y a très peu de gens qui connaissent le cycle de l'eau, qui savent comment ça fonctionne, enfin, etc. Et en ce moment, non seulement il y a très peu de gens qui connaissent la nature, mais en plus de ça, elle est en train de se bouleverser, la nature. Et donc, c'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est que nous sortons de je ne sais, 3 siècles d'économie ou de politique dans laquelle la nature était un décor immuable. La nature est un décor immuable, il n'y a pas de problème, ça ne bouge pas, ça ne participe pas à l'économie, ça ne crée pas de la valeur. La nature, c'est complètement dehors. Il n'y a que le capital et le travail, c'est en quelque sorte. Bon, ben non, pas du tout, bien sûr que non. Et non seulement ça, mais la nature est complètement en train de se bouleverser et d'être bouleversée. Ce qui fait que les conceptions, même anciennes, les politiques de l'eau, par exemple, la politique de l'eau, c'est purement local. Mais pas du tout. Regardez ce qui se passe. Regardez les rivières atmosphériques qui viennent des tropiques, qui viennent déverser tout d'un coup l'équivalent du Mississippi sur un point, etc. Enfin, un peu comme la Vésubie, si vous voulez, mais multiplié par 1000, quoi. C'est impossible maintenant quasiment de gérer son bassin d'eau sans connaître, sans avoir le regard un peu au-delà pour savoir qu'est-ce qui nous arrive, etc., comment faire. Tout doit être repensé, si vous voulez, à l'aune du changement climatique, parce qu'il est là, il a changé. Voilà. Et si vous étiez à la tête d'une expédition spatiale et que vous arriviez sur la planète Terre, vous vous diriez « Ouh, c'est peut-être pas habitable ».